Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre UMP Jean-Pierre Raffarin. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, bonjour à tous. Quand un président de la République apprend à son Premier ministre que l'heure est venue de se séparer, de quitter Matignon, est-ce que le choc ressemble quelquefois à la foudre ? Ça ressemble quelquefois à la foudre, mais ça peut être pacifique, serein, voire affectueux, comme ce fut le cas en ce qui me concerne, puisque j'avais été nommé à la tête d'un gouvernement de mission, dont la mission était approximativement de 3 ans. Donc les échanges étaient clairs entre le président et le Premier ministre. Donc en 2004, par exemple, je savais que je ne partirais pas, et en 2005, je savais que je partirais. Mais est-ce qu'un jour, vous vous dites, c'est le moment de nous dire au revoir, que la loyauté ne suffit pas, qu'il y a l'heure du sacrifice ? En ce qui me concerne, les choses ont été claires et programmées, mais je note hier, semble-t-il, que le Premier ministre s'est accroché. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. En tout cas, ça n'a pas été très serein, semble-t-il. Mais personne ne sait comment ça se passe entre eux deux. Oui, parce qu'il a révélé de Matignon sa lettre de démission, et même sans s'attendre la réponse du président. Oui, ça faisait un peu improvisé, ça faisait un peu mal coordonné. Donc, c'était pas brillantissime comme relation, semble-t-il. Pierre Mauroy racontait que lui et François Mitterrand avaient même pleuré. Les larmes de deux amis qui n'empêchaient pas la décision politique. Bien sûr, mais je pense que ça dépend de la relation de confiance. Je crois que c'était le cas entre Mauroy et Mitterrand, c'était le cas entre Jacques Chirac et moi. Donc quand on a une relation de confiance, qu'on n'attend pas un mauvais coup, les choses s'organisent paisiblement, sereinement. Le manuel Valls de Matignon ne sera sans doute pas le manuel Valls de l'intérieur. Est-ce que déjà c'est un bon choix après les municipales ? Si vous voulez, je ne peux pas répondre par une affirmative, je réponds par une interrogation. C'est possible que ce soit un bon choix. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être le premier acte de courage du président Hollande. En fait, depuis 2 ans, la gauche de la gauche l'empêche de gouverner, ou la gauche de la gauche crée un certain nombre de tensions. Par exemple, il lance le 14 janvier le pacte de responsabilité et on voit les syndicats dans la rue. Nous sommes le seul pays au monde où il y a quelques syndicats, mais beaucoup de monde, qui vont dans la rue pour manifester contre des allègements de charges sur l'emploi. C'est-à-dire vraiment, on est le seul pays au monde où on manifeste contre l'allègement des charges. C'est donc quelque chose d'incroyable. Que le président de la République ait désigné si vite Manuel Valls pour Matignon, malgré les réticences de la frange gauche du PS et des Verts, c'est le signe que désormais il va peut-être trancher. C'est peut-être une clarification. C'est peut-être la grande clarification. Il nous dit social-démocrate, il choisit la droite de la gauche plutôt que la gauche de la gauche. C'est une orientation qui ne peut pas déplaire aux gens de droite et du centre que je représente. Tant qu'à avoir quelqu'un de gauche à Matignon, vaut mieux quelqu'un de la droite de la gauche, plutôt que de la gauche, évidemment. Et en intervenant le lendemain du désastre, le président de la République réussit à réduire les commentaires sur les municipales et à reprendre en quelque sorte l'initiative, au moins pour la presse, les médias et peut-être même les partis politiques. Il y a certainement un peu d'habileté, mais il ne masquera pas que cet échec est quand même l'échec le plus important de toute une génération en ce qui concerne les élections municipales. Quand vous voyez les villes de Niort ou de Limoges qui ont basculé, ça montre combien tout ceci est important en termes de sanctions, donc ça ne s'efface pas en 24 heures. Hollande, Valls, deux personnalités de caractère si différents. Est-ce qu'elles vont se neutraliser, s'additionner ? Le Premier ministre est là pour additionner, il n'est pas là pour neutraliser. Le Premier ministre est là pour prendre les engagements que le Président a donnés. Hier, il y a un engagement assez fort. Le Président rappelle que ce sont les entreprises qui font l'emploi. Moi, je pense que la sanction, elle est d'abord sur le chômage. Et donc, je crois que la mission du Premier ministre aujourd'hui, ce n'est pas de penser à sa carrière, ce n'est pas de parler tous les matins comme faisait un peu son prédécesseur et un certain nombre de gens de la majorité du Front National ou de la politique. Ce que veulent les Français, c'est que le Premier ministre s'occupe de l'emploi. Que le pays est en difficulté économique, sociale, morale. Extrêmement grave. Au moment où il entre à Matignon, où vous y avez passé plus de 3 ans, qu'est-ce qu'il doit éviter ? Je pense qu'il doit éviter de se disperser. Il n'est pas là pour être le numéro 1 de la France qui règle tous les problèmes. Il est là pour mettre en ordre l'action contre le chômage. Il est là pour mener une bataille. Le président a dit gouvernement de combat. Je préférais l'expression de Chirac, gouvernement de mission. Mais c'est clair, il ne faut pas se disperser. Le danger à Matignon, c'est comme tous les dossiers remontent, c'est la dispersion, de perdre l'objectif central. Quelle qualité vous lui reconnaissez ?
Je pense qu'il a de la détermination, il a une certaine forme de pédagogie. Évidemment, c'est un communicant et ceci, ça pourra lui être utile. Oui, dans certains cas, on le lui reproche. Tout va très vite, Jean-Pierre Raffarin. On n'aura pas un gouvernement de 1er avril, bien sûr, mais du 2 avril, c'est-à-dire demain. Et on relève 3 pactes. Le pacte de responsabilité pour les grandes entreprises et les PME, le pacte nouveau de solidarité, justice sociale, sécurité sociale, etc., et un pacte social avec des économies. L'addition de ces 3 pactes, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce que c'est une garantie, comme il dit, de réussite pour la France? Oh, je pense qu'il y a un peu de cosmétique dans tout cela et on ne peut pas à chaque conférence de presse ou à chaque grande intervention rajouter un pacte au pacte. Ce qui compte, c'est le pacte pour l'emploi et c'est ça la priorité des priorités. Et le président ne devrait pas chercher à trop disperser l'action. Nous sommes dans une crise très grave. Vous pensez qu'on a 60 000 faillites. Ça veut dire plus de 1000 dépôts de bilan par semaine dans le pays. Donc c'est ça le sujet parce qu'actuellement, la France se dégrade, la France se déclasse et c'est quelque chose de très grave pour les Français dans leur vie quotidienne. Ça touche l'emploi. L'élément neuf dans le propos de François Hollande hier, c'est l'Europe doit prendre en compte les efforts faits par la France pour restaurer sa compétitivité et sa croissance. Ne pas fragiliser la croissance qui repart, dit-il. Est-ce que c'est une manière de prévenir Bruxelles que Paris pourrait demander un nouveau délai sursis? Sinon, tant pis. On peut le craindre. La vision pessimiste, c'est que le président anticipe que Manuel Valls ne pourra pas faire de réforme. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que je crois que Manuel Valls devra faire des réformes. Vous savez, dans la situation où il est, il faut qu'il choisisse. Soit il est réformateur, soit il est percepteur. C'est-à-dire, soit il fait des réformes pour faire des économies, soit il lève des impôts. Les Français ne veulent plus d'impôts. Qu'il soit réformateur et non plus percepteur. Et il a dit stabilité des impôts et réduction des impôts d'ici à 2017. Mais pour ça, il faut réduire les dépenses. Et donc là, il faut y aller fort. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un Premier ministre réformateur. Alors, s'il a de l'énergie, s'il a de l'ambition, qu'il mette son énergie et son ambition sur cet objectif. Là, à partir de ce qui s'est passé depuis 2 jours, la raclée, la dégelée inouïe, vous vous dites qu'ils prennent l'un et l'autre en compte ce qui s'est passé et que peut-être on va voir des vrais réformateurs. Je pense que le président doit passer à l'acte maintenant. Il nous a annoncé le 14 janvier un pacte de responsabilité avec des allègements de charges. 3 mois après, il n'y a toujours rien. Mais il a dit qu'il est prêt. Donc maintenant, il ne voulait pas la douleur avant les municipales. En tout cas, les Français, à 1000 entreprises qui déposent le bilan par semaine, les semaines comptent et donc très vite à l'action, passage à l'acte. Cécile Duflot et Pascal Canfin ne veulent plus être ministres. Rien ne dit d'ailleurs que le nouveau Premier ministre Valls leur aurait demandé. Il y aura d'autres verts dans le gouvernement, mais qu'ils ne soient pas là. Est-ce que c'est grave? Ça ne me paraît pas grave. Je pense que les écologistes en France, contrairement à d'autres pays, appartiennent à la gauche de la gauche. Donc ce que je souhaite, c'est que le président de la République ait vraiment fait une clarification dans ses options, qu'il ait choisi la social-démocratie. C'est moins grave que la gauche de la gauche. Le Sénat pourrait passer à droite dans quelques semaines. Est-ce que vous serez candidat à la présidence du Sénat? Il s'agit là d'un projet d'alternance qui doit nous mobiliser collectivement. Je pense qu'il faut pour cela 3 choses. D'une part, il faut qu'on propose une réforme du Sénat pour donner plus de crédibilité au Sénat et pour rétablir la fierté des sénateurs. Il faut aussi des investitures qui soient ordonnées parce que la dernière fois, nous avons perdu plus par les divisions que par la gauche. Et troisièmement, il faut un accord national entre l'UMP et l'UDI. S'il y a ce pacte, nous aussi, ce projet d'alternance du Sénat, et après, une fois que le projet sera défini, on verra qui l'incarne le mieux. Vous êtes en train de nous dire que vous serez candidat à ces conditions-là. Je suis en train de vous dire qu'on peut gagner le Sénat pour peu qu'il y ait un projet d'alternance. Et cela, il faut y travailler avant de s'occuper des candidatures. Merci. Et vous y travaillez vous-même parce que vous ne voulez pas répondre. Mais je ne veux pas répondre, cher Jean-Pierre. Je ne répondrai pas à vos pressions parce que quand on veut discuter avec l'UDI, quand on veut discuter avec les sénateurs, il ne faut pas imposer son orientation avant d'avoir écouté les autres. Donc Merci. j'attends l'avis des autres. Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach.